Maintenant qu'on a vu les principes théoriques derrière les réseaux de neurones, on est en droit de se poser la question comment en faire l'implémentation. Donc voici un petit exemple de code très simple d'un réseau de neurones à 3 couches cachées. Alors graphiquement, si je devais le représenter, on a en entrée X que je vais représenter par comme ça ici une petite boîte qui illustre le fait qu'on a plusieurs neurones en entrée. Ensuite, on a un certain nombre de couches cachées que je vais représenter comme ça ici. En fait, on en a 3. 1, 2, 3. Et chaque couche cachée, on va illustrer le fait qu'elle a un certain nombre de neurones. Chaque couche cachée a des neurones comme ça ici. Voilà. Et là, je rajoute une flèche ici, une grosse flèche pour dire que chaque neurone de chaque couche sont connectés ensemble et que les paramètres de chaque couche sont déterminés par la matrice W0, W1, W2 et que en sortie, ça c'est la sortie, on a W3 et ça ici en sortie c'est Y. On a appelé ça ici Y pred dans le code. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ben on prend on prend le vecteur X en entrée, on le prémultiplie par la matrice W0. Cette matrice W0 est donnée une fonction d'activation qui est, par exemple, sigma, à laquelle je multiplie la matrice 1. Le résultat ici, c'est donné à la fonction sigma. On multiplie par W2. On donne ça à la fonction sigma. On multiplie par la matrice 3. Comme ça ici. Et ça, on peut dire que c'est égal à la sortie Y de notre réseau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a X à laquelle on a ajouté un 1. Donc, on a ajouté un billet. X est multiplié par W0. Donc, ça, c'est la première étape que j'ai mis là. Le résultat est donné une sigmoïde. C'est ça ici. Et ça, on appelle ça H1. H1, on l'augmente de 1 pour ajouter un billet. On multiplie H1 par W1 et on donne le résultat une sigmoïde. On appelle ça H2. Donc, c'est ici, c'est H2. Et là, ensuite, on prend H2. H2 ici. Désolé, il y a une erreur. H2 qu'on multiplie par W2. On donne ça une sigmoïde. Ça devrait me donner... Désolé, encore une erreur. Ça devrait donner H3. On augmente H3 d'un 1 pour avoir le billet. Donc ça serait H3 ici. H3. Et H3, on fait un produit, on multiplie par la matrice W3, qui est la matrice de sortie. Ça nous donne Y pred. Évidemment, si on avait pris la sortie ici et qu'on avait mis sigmoïde, comme ça ici, j'aurais eu en sortie une sigmoïde comme ça. Mais là, bon, comme ça n'a pas été mis, la sortie du réseau, n'a pas de fonction d'activation. Donc, on a la couche 1, le code pour la couche 1, 2 et 3, ainsi que la couche de sortie. Donc, c'est relativement facile à implémenter. Vous voyez, c'est à peine quelques lignes de code en Python. Et ça marche très bien. Et cette opération-là ici, alors, cette opération-là qui consiste à partir de l'entrée de notre réseau pour se rendre jusqu'à la sortie, on appelle ça une forward pass. Alors, comment optimiser les paramètres? Alors, on a une idée de comment propager l'information du début jusqu'à la fin à l'aide d'une opération qui est comme celle-ci, qui est somme toute très intuitive. Mais pour optimiser les paramètres, comme d'habitude, ça nous prend une fonction de coût. En général, on a une fonction de coût ici qui est attachée aux données, plus un terme de régularisation. Alors, la régularisation peut être une régularisation L1 ou L2.
Souvent, c'est une question de choix. Lambda, c'est un réel. Hein, un réel. Alors, le terme ici, ED, ça peut être une hinge loss ou une entropie croisée, tout dépendamment de la sortie du réseau. Donc, précédemment, ici, la sortie du réseau, il n'y a pas de sigmoïde, donc on aurait peut-être tendance à prendre une hinge loss. Mais par contre, si j'avais rajouté une sigmoïde ici, oups, si j'avais rajouté une sigmoïde à cet endroit-là, ici, mais là, en sortie, la sortie aurait pu être vue comme étant une probabilité, et donc à ce moment-là, on aurait pu prendre une entropie croisée. Donc, l'entropie croisée suppose qu'on a une sigmoïde dans le cas de deux classes ou un softmax dans un cas multiclasse. Donc, softmax ou sigmoïde pour deux classes. Donc, une fois qu'on a déterminé notre fonction de coût, qui a un terme de vraisemblance plus un terme de régularisation, ben, il faut calculer la dérivée de cette fonction de coût-là par rapport à tous nos paramètres de notre réseau et implémenter une descente de gradient, que ce soit une descente de gradient stochastique ou une descente de gradient par batch, comme on a vu précédemment. Donc, calculer la dérivée, comme on a vu là que notre fonction, la sortie de notre réseau, c'est une série de fonctions imbriquées les unes dans les autres, ben, calculer la dérivée de cette fonction-là par rapport à ses paramètres W, A, B de C, c'est pas évident, et ça se fait à l'aide de ce qu'on appelle une rétropropagation ou en anglais une backpropagation. Et ça, on va le voir au tableau en classe. On va même passer quelques heures là-dessus pour vraiment s'assurer que tout le monde comprend bien comment la rétropropagation fonctionne, qui est un élément clé des réseaux de neurones. Une autre chose qu'on va voir au tableau, c'est l'idée que l'utilisation de la sigmoïde, comme on voit ici, donc ici, tous les neurones de notre réseau ont une sigmoïde comme fonction d'activation. Ben ces sigmoïdes-là ont un problème et ce problème-là cause des problèmes. Ce problème-là, ça s'appelle la disparition du gradient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je me permets, déjà, on va illustrer ça au tableau, puis on va montrer qu'on peut utiliser d'autres fonctions d'activation qui, elles, ne causent pas des problèmes de disparition du gradient. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par la disparition du gradient? Alors, je l'illustre ici. Donc, on a déjà, on a des sigmoïdes dans le code. Donc, on se souvient que sigmoïde de x, c'est, on peut illustrer ça comme ça ici. Donc, sigmoïde de x pour x, c'est une fonction qui a une forme comme ça ici. Donc, ça tend vers 1 et 1 demi. 1 demi, voilà. Et intuitivement, on voit très bien que la dérivée de sigma de x par rapport à x, donc la dérivée de sigma par rapport à x, c'est quoi? Bon, déjà, la dérivée, c'est la pente. On voit ici, quand x est très négatif, la pente est très faible, proche de 0. Quand x est très grand, la pente, encore une fois, est assez faible, donc encore là, proche de 0. L'endroit où la pente est plus élevée, c'est exactement à l'origine. Donc, c'est là qu'on obtient un maximum de dérivée. Donc, la dérivée de sigma, c'est une fonction qui ressemble à ça ici. Donc, qui est élevée proche de l'origine, mais très faible vers les x négatifs ou les x très positifs. Et en fait, on peut démontrer que la dérivée de sigma de x par rapport à x, c'est égal à sigma de x fois 1 moins sigma de x. Alors, ça veut dire quoi, ça, la dérivée de x? Donne ça ici. Qu'est-ce que ça implique? Ben, on voit bien que si x tend vers une valeur qui est très positive, alors la dérivée de sigma par rapport à x, sigma de x par rapport à x, ça va être égal à sigma de x fois 1 moins sigma de x. Mais si x tend vers l'infini ou en fait une valeur qui est très grande, sigma de x tend vers 1 et sigma de x tend vers 1. Mais là, ici, on a 1 moins 1. Donc, ça veut dire que
section-là ici tend vers 0. Ça veut dire que tout ça ici tend vers 0. Et si x tend vers moins l'infini, une valeur très négative, mais la dérivée de sigma de x par rapport à x va être égale à, va être égale à sigma de x fois 1 moins sigma de x. Ben, si ça tend vers moins l'infini, sigma de x va tendre vers 0. Bon, 1, ça va tendre vers 0 aussi. Donc, 1 moins 0, ça tend vers 1, mais comme il y a un 0 fois 1, donc tout ça ici, ça va aussi tendre vers 0. Alors, le problème qu'il y a avec ça, c'est que on se souvient qu'on va avoir des paramètres ici, certains paramètres A, et ces paramètres-là ici vont être mis à jour de la façon suivante. Donc, c'est WA moins le taux d'apprentissage fois la dérivée de ma fonction de coût E par rapport à WA. Et à l'intérieur de E ici, on a des sigmoïdes. Et ça fait en sorte que lorsque les valeurs de X dans notre réseau, les valeurs qui se propagent dans notre réseau seront élevées, ou seront très positives ou très négatives, les gradients de mes sigmoïdes vont tendre vers 0, et ayant pour ainsi effet d'avoir un gradient au total ici qui tend vers 0. Ben, si on a un gradient qui tend vers 0, ça veut dire qu'à chaque itération, les paramètres de mon modèle seront très peu mis à jour, et ça va prendre un temps fou avant que notre réseau converge vers quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle la disparition du gradient. C'est ça qu'on appelle la disparition du gradient. En fait, dans le réseau, partout dans le réseau, on a des... Je vais l'écrire en bas ici. Dans le réseau, un peu partout, on a des neurones. Et les neurones, c'est un vecteur W, produit scalaire, avec l'entrée qu'il y avait. Je vais le représenter par la variable X, là, mais... Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que ça donne une valeur qui est beaucoup, beaucoup plus grande que 0 ou beaucoup, beaucoup inférieure à 0, ben, ça va avoir pour effet de saturer le neurone et ainsi d'avoir une dérivée de sigma par rapport à le vecteur, le W ici en entrée, qui va tendre vers 0. Donc, en d'autres mots, à chaque fois que le produit scalaire entre la sortie de la couche ici et tous les poids qui relient ce neurone-là au neurone précédent, chaque fois ce produit scalaire est très positif ou très négatif, la sortie ici du neurone sera 0 ou 1, ça va tendre vers 0 ou 1, et ainsi, quand le gradient va passer là pour mettre à jour les paramètres, ce gradient sera très proche de 0, et donc, par conséquent, les paramètres ici seront très peu mis à jour, ce qui est un problème, qui entraîne des délais d'entraînement qui sont très longs et souvent inacceptables. Donc, on verra à la section suivante, dans la prochaine vidéo, comment on résout ce problème-là à l'aide de nouvelles fonctions d'activation qui sont aujourd'hui très largement utilisées par la communauté en technique d'apprentissage.